En ce moment, je me remets à la méditation. Ça faisait quelques mois que j'avais arrêté, et là quand j'ai repris, j'ai trouvé ça vraiment dur de me poser sans avoir aucune stimulation. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, puisque comme on est habitué par les réseaux sociaux à avoir de la gratification instantanée, immédiate sur le moment, on n'arrive plus vraiment à passer du temps tout seul, sans stimulation extérieure. Donc comme j'y arrivais pas très bien, je me suis dit que j'allais trouver l'endroit parfait où je pouvais être totalement isolé et juste me concentrer sur ma respiration. Tu vas passer là-dedans. Oh merde. On n'est même pas encore dans les catacombes, mais là c'est des catacombes dès que tu rentres. C'est les anciens vides de carrière de Paris. Les catacombes de Paris, c'est un réseau de plus de 300 km de galeries qui ont été creusées pour récolter de la pierre. On les appelle les catacombes, mais en fait, c'est pas vraiment des catacombes, c'est plutôt des carrières, puisque c'est avec ces pierres que Paris a été construit. Aujourd'hui, s'y balader est interdit et puni de 60 € d'amende. Mais surtout, c'est assez dangereux, puisque on peut très facilement s'y perdre, même avec un plan. Et en plus, il y a des endroits où le plafond, il est vraiment bas. On arrive au bout de sa gauche. Oh putain. Ah, tu t'es cogné? Ouais, Ah, ça y est, dès le début. J'imagine que ça doit arriver souvent ici. Ça arrive tout le temps. Quand on entre dans les catacombes, on est assez surpris pour plusieurs raisons. Déjà, c'est totalement labyrinthique. Il faut pas être claustrophobe, puisque souvent, l'espace est vraiment exigu. Par contre, c'est super grand. On peut marcher pendant des dizaines de minutes tout droit dans des rues qui sont super longues. Et puis ce qui est assez surprenant aussi au début, c'est qu'il y a beaucoup de salles. Parfois, c'est des salles qui ont été construites à l'époque par les gens qui récoltaient la pierre, mais souvent, c'est des salles qui ont été construites plus tard, soit par l'inspection des carrières, qui est l'organisme qui s'occupe de faire attention que les carrières ne s'effondrent pas parce qu'il y a quand même des immeubles au-dessus, ou alors carrément des salles construites par les cataphiles eux-mêmes, qui viennent avec des pioches et qui enlèvent de la pierre pour faire des pièces dans lesquelles ils peuvent manger avec leurs amis ou faire des soirées. D'accord, donc ici, ah c'est vrai que ça a l'air sympa pour prendre l'apéro. Ah ouais, c'est super. Il y a plein de salles comme ça, donc ça c'est aménagé par des cataphiles. Et comment est-ce qu'ils ont viré la pierre? Oh bah il la pris dans des seaux et puis il la dégage. Apparemment, à une certaine époque, il y avait souvent des soirées avec plusieurs centaines de personnes dans les catacombes. Et c'est vrai que c'est possible parce que la salle la plus grande dans laquelle je suis allé, qui s'appelle la salle Z, elle fait au moins 1000 mètres carrés. Ici on fait venir un millier de personnes. On fait venir des DJ, des concerts. En fait, c'est pas vraiment une salle, c'est plutôt une sorte de réseau de grandes grottes avec des colonnes qui vont du plafond jusqu'au sol, mais c'est quand même très spacieux. Putain, il y a Oggy et les cafards. Maintenant, pour accéder à tout ça, il y a quand même beaucoup d'obstacles. Déjà, il faut passer par des chatières qui sont très fines, aussi bien pour rentrer dans les catacombes, par les accès, mais aussi à l'intérieur pour accéder à certaines salles. En fait, de ce que j'ai compris ici, il y a une sorte de guerre entre, d'un côté, l'inspection des carrières qui injecte les passages avec du béton pour les boucher, et de l'autre côté, les cataphiles qui creusent les passages pour pouvoir réaccéder aux catacombes ou à des nouvelles salles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'accès qu'à une certaine époque. Mais c'est pas les seuls obstacles. Quand on marche à l'intérieur, il faut aussi faire attention aux trous qu'il y a régulièrement sur le sol. Et puis, il faut quand même se préparer parce qu'on passe beaucoup de temps à marcher dans l'eau, souvent jusqu'aux genoux. Oh putain. Ça va? Ouais. À un moment, quand on progressait, on est tombé devant un dilemme. En fait, on voulait accéder à une salle qui s'appelle la piscine, et visiblement, elle porte bien son nom, puisque le couloir pour y accéder était totalement inondé. On a continué jusqu'à avoir de l'eau presque jusqu'à la taille, et puis là, on a dû prendre une décision. Comme on n'était pas équipé pour la nage et qu'on avait du matériel vidéo sur nous, on a dû se décider à rebrousser chemin. Et encore, même si on avait avancé, on savait même pas si on allait pouvoir accéder à la salle, puisque c'était juste pour arriver jusqu'au prochain tournant. Et ça se trouve, la galerie allait être totalement inondée. Maintenant, il y a certaines parties des catacombes qui méritent vraiment leur nom de catacombes, puisque c'est des ossuaires. En fait, il y a plusieurs époques où les cimetières de Paris ont été pleins, et donc il y avait tellement de corps qui s'empilaient que tous les ossements ont été mis dans les catacombes. Résultat, il y a les ossements de plus de 6 millions de personnes. Au départ, c'est assez étrange parce qu'à certains endroits, pour progresser, on est obligé de marcher sur des os. Par contre, on tombe sur peu de crânes parce que beaucoup ont déjà été volés. Ok, donc tout ça c'est des os humains, on est d'accord? À un moment, j'ai dû ramper sur des os jusqu'à réussir à accéder à une salle où je pouvais juste lever ma tête tellement c'était fin et je voyais une montagne d'os qui s'étendait sur des mètres et des mètres au-dessus de moi. C'est gigantesque. Il me semble que ça remonte jusqu'à très haut. Donc j'imagine qu'il y avait forcément des dizaines de mètres cubes d'eau entreposés. Pour se repérer, on pourrait croire que c'est facile, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'indications. Déjà, il y a très souvent le nom des rues sous lesquelles on est,
qui est inscrit en bas sur des panneaux. Ils indiquaient l'orientation de la galerie en disant côté du midi, donc le midi c'est le sud, le couchant c'est l'ouest, le levant c'est l'est et le nord c'est le nord. Du coup, on peut savoir exactement où on est dans Paris, genre si on est en dessous du jardin du Luxembourg ou du parc Montsouris. En plus, il y a souvent des inscriptions avec marqué à quelle date ont été faits les renforcements. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de galeries, surtout les galeries parallèles, qui ont été creusées pour permettre aux gens d'accéder à en dessous de leur maison ou de leur immeuble pour le renforcer à l'époque. Parce qu'il y avait tellement de pierres qui avaient été prises qu'on avait peur qu'il y ait des éboulements. Mais le truc, c'est que même avec toutes ces indications et même avec une carte, il y a tellement de croisements que c'est super dur de pas se perdre. À un moment, on a voulu explorer et on est allé pour la première fois dans une zone où mon ami qui me guidait n'était jamais allé. Cette zone, elle s'appelle le Val-de-Grâce et elle est particulièrement labyrinthique. Quelques minutes après, en regardant la carte, on a dû conclure qu'on était totalement perdu. En tout cas celle-là elle va vers le sud, elle va vers le sud-sud-ouest, donc c'est absolument pas là où on veut aller. Sud-sud-ouest. Non, c'est pas la bonne. Ouais. Prêt. On est de retour sur la rue Saint-Jacques. On n'est plus perdu. Ça nous a pris un peu de temps, mais à force d'aller à peu près au hasard, on a quand même fini par retrouver notre chemin. Dans ce genre d'endroit peu fréquenté des catacombes, on peut littéralement passer des jours avant de croiser quelqu'un. Se perdre sans lumière, c'est un petit peu ce qui est arrivé à un certain Philibert Asper. Selon la légende, Philibert Asper, en 1793, il est descendu dans les catacombes pour essayer de voler l'alcool des Chartreux. Les Chartreux, c'étaient des moines qui fabriquaient une liqueur et qui l'entreposaient dans les catacombes pour être sûr que personne ne la vole. Philibert, il est descendu et à quelques mètres seulement de son butin, on dit qu'il a trébuché et qu'en laissant tomber sa lanterne, elle s'est éteinte. On l'a retrouvé que 11 ans plus tard et sa tombe est toujours là, à l'endroit où il est mort. Aujourd'hui, c'est une icône pour les cataphiles, à tel point qu'il a été nommé le saint patron des catacombes. Bon, nous, on voulait pas finir comme ça, et au final, on a réussi à s'y retrouver. Bon, maintenant, d'accord, on est passé par des endroits intrigants, comme un bunker allemand construit par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est des groupes électrogènes Ouais, c'est posés un par des nazis. Comme ça? Posés par des nazis. Ouais, posé par des nazis, ouais, dans leur bunker. Ou alors une crypte avec des inscriptions assez bizarres. C'est exactement le genre de truc où tu feras un rituel satanique. Ouais, c'est possible. Mais j'étais pas là pour ça. Ce que je cherchais vraiment, c'était une salle, simple, isolée, avec un banc. Depuis quelques mois, tout va de plus en plus vite dans ma vie. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour prendre du recul en n'ayant aucune stimulation, en étant totalement isolé, pour ne pas être dans la réaction à ce qui se passe dans ma vie, mais plutôt vraiment pouvoir réfléchir et prendre du recul. Alors on est dans les catacombes et on va pouvoir faire de l'isolation sensorielle totale. Quand j'ai trouvé la salle que je voulais, j'ai dit à mon ami de partir et de ne revenir que dans 1 heure. Là, j'ai éteint la lumière. D'habitude, je médite qu'environ un quart d'heure. Donc là, c'était vraiment un défi pour moi de méditer 1 heure. Parce que, après environ 5 minutes, j'arrivais pas très bien à me concentrer. Et là, d'un coup, je me suis arrêté et je me suis dit, merde, ça se trouve, j'ai juste resté là 1 heure à m'ennuyer, à rien faire. Mais avant de vous dire comment je médite, j'ai d'abord envie de vous dire pourquoi. En fait, il y a plein de bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement de la méditation. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais on sait que ça réduit le stress, ça améliore le fonctionnement du corps, ça améliore la santé, ça améliore surtout la psychologie. Maintenant, moi j'ai rien contre tous ces bienfaits, mais c'est pas du tout pour ça que je médite. En fait, je médite pour une seule raison. Pour apprendre à concentrer ma conscience sur un seul point pendant le plus longtemps possible. Quand je médite, je m'assois, je fais en sorte d'être à l'aise, et là, je me mets à respirer lentement. Je compte 7 secondes l'inspiration, 7 secondes l'expiration. Et je continue à faire pareil. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me concentre sur ma respiration. Et j'essaye de ne penser à rien d'autre. Maintenant, la meilleure méthode, c'est pas de bloquer les pensées qui arrivent. Parce que si vous essayez de bloquer les pensées qui arrivent à chaque fois et de lutter contre elles, instantanément, elles vont prendre le contrôle de votre esprit. C'est un petit peu comme le truc de l'éléphant rose. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose. La meilleure méthode que j'ai trouvée personnellement, c'est de accepter que les pensées viennent et de les laisser couler, de les laisser glisser. Typiquement, quand je commence à méditer, ce qui se passe au bout de 30 secondes, c'est que je me mets instantanément à penser à des trucs, genre je dois régler un problème avec une personne. Et là, ce que je fais, c'est que je constate que la pensée arrive dans mon esprit et je la laisse partir pour me recentrer sur ma respiration. Et puis, il y aura une autre pensée, et je continue à faire ça, et je continue à faire ça, et je continue à faire ça. Et au final,
Je vais réussir pendant quelques secondes, voire parfois quelques minutes, à avoir ces moments de pur vide mental où je ne pense à rien. Ces moments, ils sont assez bizarres parce qu'ils ressemblent un petit peu à une sorte de transe. J'ai l'impression de prendre du recul, comme si je sortais un petit peu de mon moi normal, comme si j'avais une autre manière de faire l'expérience du réel, qui est vraiment différente du Florent normal quand il interagit avec ce qu'il y a autour de lui. Et c'est presque comme si je prenais tellement de recul que je pouvais me dire, ok, Florent, d'habitude, il agit de telle manière. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour atteindre ses objectifs d'une manière plus efficace? Et surtout, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui aurait plus de sens pour lui dans sa vie? Et même, quelles activités n'ont pas de sens pour lui et qui pourrait enlever, les éliminer sans aucune pitié. Cette fois, c'était pas aussi dur de se concentrer puisque j'avais aucune stimulation extérieure. Déjà, je voyais rien, il n'y avait même pas une once de lumière puisque mon ami était parti assez loin et que aucune lumière n'était allumée à des kilomètres à la ronde en dessous. Et ensuite, il n'y avait pas un seul son. Il y a certains endroits dans les catacombes où on entend un petit peu le métro ou alors on entend les voitures circuler au-dessus, les endroits qui sont plutôt proches de la surface. Mais là où j'étais tellement profond que j'entendais littéralement rien. D'ailleurs, je crois que c'est le premier moment de ma vie où il n'y avait littéralement aucun son qui arrivait dans mes oreilles. Je pouvais entendre le son de mon sang qui circulait dans mes tempes, alors qu'il ne circulait pas spécialement vite, puisque j'étais calme. Au départ, j'y arrivais pas très bien, ça m'a pris à peu près un quart d'heure de me concentrer, mais ensuite, j'ai vraiment eu des moments de calme total. Je pense qu'en tout, sur l'heure entière, j'ai dû avoir peut-être 15 minutes ou 20 minutes au maximum où j'avais l'impression d'avoir aucune pensée dans ma tête. D'ailleurs, j'ai presque commencé à halluciner puisque je suis sûr que c'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu. Quand on est le soir tout seul dans sa chambre et qu'il n'y a aucune lumière, on se met à voir un petit peu comme des points qui bougent. C'est parce que notre cerveau a tellement aucune stimulation visuelle qu'il va créer des toutes petites stimulations. Et bien là, j'avais un petit peu pareil, comme des petits points qui bougent, mais c'était beaucoup plus fort que d'habitude. C'était comme des petits tourbillons que je voyais et qui changeaient de place avec des taches colorées. En fait, j'ai l'impression qu'au quotidien, j'ai plein de tâches qui tournent en arrière-plan dans ma tête et qui prennent genre 5% ou 10% de mon énergie mentale. Ce qui fait que quand je fais quelque chose, je le fais jamais complètement. Et en fait, à chaque fois que je médite, juste après, quand je me mets à travailler sur quelque chose, par exemple, c'est comme si j'avais supprimé toutes les tâches qui étaient en arrière-plan. Et donc, j'ai 100% de mon énergie mentale qui est utilisable sur ce que je suis en train de faire. Et typiquement, ça m'arrive de méditer pour faire le vide total et ensuite d'arriver sur un nouveau problème et de voir que je trouve tout de suite des pistes pour le résoudre qui sont différentes, qui sont un petit peu outside the box, c'est-à-dire hors de l'approche classique que j'aurais eue et auquel j'aurais jamais pensé si j'étais resté avec la tête dans le guidon. Quand on est sorti, il faisait déjà nuit et donc je crois que ça avait un petit peu déréglé mon cycle circadien puisque mon cerveau ne comprenait pas trop si c'était le jour ou la nuit puisqu'il avait vu aucune lumière de la journée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, dans cette pièce, pendant que je méditais, il s'est passé quelque chose. Je pourrais pas vraiment le décrire avec des mots. Je sais que ça a un rapport avec le sens et l'acceptation de la souffrance qui fait partie de la vie. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et je sais que, depuis ce moment-là, je sais ce que je veux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez acheter une de ces petites bestioles, le lien est dans la description. Et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo et le prochain pas vers le surhomme. Allez, ciao!